Welcome to the debate. Bienvenue dans notre espace de confrontation d'idées. Vous savez, quand les archéologues du futur fouilleront les vestiges numériques de notre époque, ils ne chercheront probablement pas nos grands traités philosophiques. Non, c'est clair. Ils chercheront plutôt des fragments du quotidien, des choses très banales. Exactement. Des instantanés. Ils examineront nos routines matinales, la façon dont on prépare notre café ou la manière dont on justifie nos soirées sur le canapé. Ils analyseront ces détails comme on étudie aujourd'hui une nature morte ou une fresque antique. Tout ça pour y déceler les mécanismes profonds de notre civilisation. C'est une image fascinante, je vous l'accorde. Aborder le banal non pas comme un simple bruit de fond que l'on ignore, mais comme la relique ultime de nos véritables fonctionnements psychologiques. Mhm. Et sociaux d'ailleurs. Parce que c'est dans le quotidien que l'on cache le moins nos véritables névroses, vous ne trouvez pas? Ah, absolument. Et c'est précisément le travail que nous allons mener aujourd'hui. Notre document source s'intitule The Lyon Dialogue, A Portrait of Daily Life. Il s'agit d'une retranscription qui se lit presque comme une courte pièce de théâtre contemporaine. C'est une conversation entre deux jeunes adultes, Léo et Chloé. Chloé, qui est une Canadienne de 22 ans, fraîchement installée à Lyon, c'est bien ça. C'est ça. Et puisque nous voulons examiner ce texte au scalpel, quoi de mieux que d'en faire résonner les mots? Le document s'ouvre d'ailleurs de manière très frontale. Léo commence en disant, je cite, « Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Je m'appelle Léo, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis avec Chloé. » En apparence, on pourrait croire qu'il ne s'agit que de mondanité totalement inoffensive. On y parle d'heures de réveil, d'abonnement à la salle de sport, de recettes de gâteaux au chocolat. Ouais, ou de souvenirs de vacances en Italie. Voilà, c'est presque déconcertant de simplicité. Et pourtant, le sous-texte est vertigineux. La question centrale qui anime notre analyse est la suivante. Sous ces apparences de simple échange sur la routine, ce texte offre-t-il le portrait d'une modernité urbaine épanouie, résiliente et connectée? Ou bien, et c'est là que nous allons diverger, révèle-t-il au contraire un profond repli sur soi, une anesthésie volontaire et une aliénation par la consommation numérique? C'est la grande question. Et je crois que nos grilles de lecture n'ont jamais été aussi diamétralement opposées sur un document. Je suis persuadé pour ma part que ce dialogue illustre une vie moderne remarquablement active. Vraiment active. Oui, active, cosmopolite et socialement riche. À mes yeux, c'est une célébration de l'équilibre. Prenez simplement le personnage de Chloé. À 22 ans, elle a traversé l'Atlantique, quittant le Canada pour s'implanter à Lyon. Le texte nous expose sa routine matinale. Elle se lève à 7 heures, prend le temps pour un café et un croissant et commence à travailler à 9 heures. D'accord, mais... Attendez, laissez-moi finir sur ce point. Ce que je vois ici, c'est une discipline personnelle qui n'a rien de punitif. Au contraire, c'est une structure qui nourrit une vie sociale et culturelle extrêmement vibrante. Ses loisirs en témoignent. Elle cuisine des pâtes et des gâteaux pour ses amis, elle voyage en Europe. C'est l'incarnation d'un engagement authentique, sensoriel, avec le monde physique. Ce n'est pas une vie par procuration sur un écran, c'est une vie pleinement habitée. C'est une lecture très lumineuse, je l'admets, mais je l'aborde sous un angle radicalement différent. Ce que vous décrivez comme une vitalité ressemble, selon mon analyse, à une démonstration clinique de la fameuse flemme contemporaine. La flemme? Carrément. Oui, la flemme et le retrait vers la sphère privée. L'aveu de Léo, dès le début de l'échange, est la clé de voûte de l'édifice. Il se qualifie lui-même de paresseux en déclarant se lever à 8h30. Et que fait-il de son temps libéré des contraintes du travail? Il le comble par la salle de sport ou des vidéos YouTube? Mais c'est juste de la détente, non? Non, ça donne la véritable tonalité du document. Même les activités prétendument sociales de Chloé finissent inévitablement par être avalées par la culture de l'écran ou le confort domestique. Ce que ce texte prouve, c'est que l'interaction humaine est désormais systématiquement médiatisée. Elle est confinée à l'intérieur et sécurisée à l'excès pour éviter toute véritable friction avec l'altérité. Je comprends tout à fait cette logique, et c'est un point de vue qui se défend, mais on peut inverser cette lecture. Plongeons justement dans cette fameuse mécanique des matinées. Allez-y. Pour vraiment saisir les valeurs de cette micro-société, il faut observer comment ces individus choisissent d'amorcer leur journée. Relisons la réplique exacte de Chloé. Elle dit « D'habitude, je me lève à 7 heures. Je prends un café, je mange un croissant et je commence à travailler à 9 heures. » Pourquoi cette précision temporelle est-elle si importante? Parce qu'elle se ménage 2 heures pleines. 2 heures de temps qualitatif, de rituels ancrés dans le monde physique. Le goût du café, la texture du croissant, tout ça avant que la machine économique ne l'absorbe à 9 heures. C'est très poétique, mais C'est l'équivalent moderne de l'art de vivre à la française,
parfaitement assimilée par une expatriée. C'est un bouclier psychologique, un refus de l'urgence. Elle revendique la souveraineté sur son propre temps. C'est une belle image, je vous l'accorde. Mais c'est omettre le miroir instantané que lui tend Léo, juste après. C'est dans ce contraste que le malaise opère. Léo lui répond « 7 heures, c'est tôt. Moi, je suis paresseux, je me lève à 8h30. Et alors, il a un rythme différent. Ce contraste n'est pas qu'une simple question de rythme biologique. C'est une véritable scission culturelle entre l'engagement et l'esquive. Et regardez ce qui se passe quand Chloé lui demande comment il occupe ses soirées. Sa réponse, lue à haute voix, est frappante. Il dit « Je vais à la salle de sport ou je regarde des vidéos sur YouTube ». Vous y voyez un vide existentiel, moi j'y vois simplement le lot d'un jeune actif urbain qui décompresse après sa journée. Mais analysons les mécanismes profonds de ces deux activités. Vous parliez d'ancrage dans le monde physique pour Chloé. Léo, lui, va à la salle de sport. Et la salle de sport, ce n'est pas un lieu de vitalité naturelle, c'est l'externalisation de la lutte physique. Comment ça? Dans notre société moderne, le travail a été complètement expurgé de tout effort physique ou manuel. Alors que fait Léo? Il est obligé d'acheter un abonnement pour aller soulever des morceaux de fonte dans une pièce stérile, climatisée, sous des néons. C'est pour rester en forme, c'est plutôt ça? Il le fait simplement pour simuler une adversité physique dont son corps a biologiquement besoin pour ne pas dépérir. C'est une survie artificielle. Et de l'autre côté, que fait-il? Il va sur YouTube. Ah, YouTube, c'est une plateforme où l'on trouve d'ailleurs des contenus très riches, des documentaires, des cours, de la musique. Sauf que le texte ne précise aucune quête active de savoir. Il dit juste « je regarde des vidéos sur YouTube ». C'est la description même de la pacification algorithmique. La pacification algorithmique carrément. Exactement. Après une journée de labeur cognitif, le cerveau de Léo est épuisé. La friction de choisir une activité, de lire un livre ou même d'appeler un ami, ça demande une dépense calorique et émotionnelle trop élevée. L'algorithme élimine cette friction. Il lui injecte un flux continu de dopamine à moindre coût. Voilà ce qu'il nomme sa paresse. Je vois. C'est une anesthésie de l'esprit pour compenser la maintenance mécanique du corps à la salle de sport. C'est une existence sur tapis roulant, en quelque sorte. L'analyse de l'algorithme est pertinente, je le reconnais, mais elle occulte totalement l'autre moitié de l'équation. Je veux parler de Chloé. La divergence dans la gestion du temps dont vous parlez se répercute différemment le week-end. Léo lui demande ce qu'elle aime faire de son temps libre et elle répond, je cite, « J'adore cuisiner pour mes amis, j'aime faire des pâtes et des gâteaux au chocolat. » Pensez à la mécanique de la cuisine. C'est salissant, c'est imprévisible, ça demande du temps, une attention corporelle et surtout un don de soi pour les autres. C'est vrai que c'est un bel effort. N'est-ce pas? En cuisinant pour ses amis, elle transforme son espace privé, son appartement lyonnais, en un véritable lieu d'hospitalité active. On n'est pas du tout dans la pacification solitaire de YouTube, là. J'entends l'argument de l'hospitalité. Le gâteau au chocolat, c'est le totem de la convivialité infantile, je vous l'accorde bien volontiers. Mais c'est là que le bas blesse. Si on regarde de plus près, cette apparente convivialité est un leurre. Un leurre? Pourquoi? Ou du moins, elle est profondément compromise par la technologie. Pour le comprendre, il faut avancer vers le fameux petit jeu des questions rapides à la fin du texte. Léo lui impose un choix binaire décisif. Il lui demande « le cinéma ou Netflix à la maison ?» Ce à quoi elle répond avec un enthousiasme non dissimulé, « Netflix avec des amis ». Elle précise bien la dimension collective, vous remarquez. Oui, elle ajoute « avec des amis » comme une clause atteignante. On est d'accord. Mais le choix principal reste Netflix à la maison. Je tiens à souligner la gravité symbolique de rejeter le cinéma au profit du streaming à domicile. La gravité symbolique, c'est juste un film le vendredi soir? Non, écoutez. Qu'est-ce que le cinéma, fondamentalement? C'est l'espace public, c'est l'agora. C'est accepter l'effort de s'habiller, de sortir dans le froid de la ville, de s'asseoir dans le noir à côté de parfaits inconnus. Ouais, de chercher une place de parking. Voilà, et de potentiellement tousser en même temps qu'eux pour partager une expérience artistique qu'on ne peut ni mettre en pause ni contrôler. Le cinéma impose une friction avec le monde extérieur. Choisir Netflix à la maison, c'est faire le choix d'un repli domestique hyper sécurisant. Je vous trouve très sévère sur ce point. Mais on reste dans son cocon fiché, on contrôle le volume, on contrôle la lumière, on laisse l'algorithme proposer le film. C'est la mort de l'espace public au profit de ce que j'appellerais un tribalisme d'intérieur. On ne se mélange plus à la cité, on s'enferme avec sa propre tribu. Un tribalisme fiché. Le terme paraît quand même excessivement sombre pour décrire une soirée film entre amis.
Vous observez ces choix à travers le prisme très nostalgique d'un paradigme du XXe siècle, où la sortie physique était la seule preuve de validité sociale. C'était une preuve d'engagement, oui. Mais pourquoi le foyer devrait-il systématiquement être perçu comme un repli stérile? Le cinéma peut être paradoxalement l'expérience la plus isolante qui soit. On exige votre silence, on vous demande de regarder droit devant vous pendant 2 heures et de faire comme si votre voisin n'existait pas. Hmm. Ce n'est pas une véritable connexion humaine. À l'inverse, devant un écran à la maison, le cadre est malléable. On met en pause, on débat, on rit, on partage justement ces fameuses pâtes et ces gâteaux au chocolat dont on parlait. Chloé ne fuit pas le monde. Elle utilise la technologie comme un feu numérique autour duquel elle recrée le foyer originel. C'est bien formulé. Mais regardez les autres questions de ce jeu rapide. Ce n'est pas qu'une question d'écran, c'est une philosophie globale de l'évitement de l'effort. Ah bon? Relisons cet échange. Léo demande « la mer ou la montagne ?» Elle répond immédiatement « la mer ». Il enchaîne « le café ou le thé ?» Elle répond « le café ». Le café, qui est précisément la boisson de l'éveil, de l'énergie et des terrasses bondées au passage. Certes, certes, mais pensez à la métaphore spatiale de la mer contre la montagne. Ce jeu de questions rapides, c'est l'équivalent d'un Tinder linguistique. On swipe à droite, on swipe à gauche. Léo ne cherche pas à sonder l'âme de Chloé, il vérifie si ses étiquettes de style de vie correspondent aux siennes. C'est le principe d'un jeu de questions rapides en même temps. Oui, mais pourquoi la mer gagne-t-elle si facilement contre la montagne? Parce que la montagne exige de l'humilité. Elle exige un effort physique, une élévation, une lutte contre la gravité et les éléments capricieux. La mer, dans l'imaginaire des vacances contemporaines standardisées qu'ils décrivent, c'est la planalité totale. Ouais, la détente absolue. C'est l'étalement sur le sable, la broncette, la passivité absolue. Tout, absolument tout dans ce texte, depuis la fuite du cinéma jusqu'au rejet de la montagne, pointe vers la minimisation absolue de la friction et de l'effort. Je vous arrête sur ce point car la mer, c'est aussi l'horizon dégagé. C'est l'ouverture infinie vers l'autre rive, vers le voyage. Et cela nous offre d'ailleurs une transition parfaite vers la manière dont ces personnages traitent leurs souvenirs et racontent leur existence au monde. Je vous écoute. Ce que vous percevez comme une minimisation de l'effort ou une passivité, moi je le vois comme une optimisation moderne du récit, pour privilégier la connexion directe. L'expérience de Chloé en Italie en est le parfait exemple. Léo l'interroge sur ses vacances et elle résume son voyage ainsi. C'était magnifique, le soleil, la mer, c'était parfait. Et c'est tout. Mais elle condense l'expérience. Elle en extrait l'essence émotionnelle pure pour la partager instantanément avec lui. Je suis très dubitative. Elle ne la condense pas, elle la marchandise. La marchandise? Oui. C'est ici, sur ce point précis, que l'on touche à l'aliénation la plus profonde de ce texte. Ce que vous appelez naïvement le partage de l'existence, c'est en réalité un encadrement performatif de la vie quotidienne. Vous souvenez-vous de la toute première phrase que nous avons lue? Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Oui, bien sûr. Mais le médium modifie fondamentalement la nature même de ce qu'ils vivent. Toute cette prétendue vie authentique que vous défendez avec tant d'ardeur n'est qu'un décor de théâtre. Les voyages en Italie ne sont pas des expériences intimes, ils sont réduits à des mots-clés optimisés pour l'attention. Soleil, mer, parfait. C'est un résumé, c'est normal dans ce format. Quand Léo s'exclame soudainement « Miam, le chocolat c'est ma passion !» Écoutez l'infantilisation volontaire du langage. C'est une réaction calibrée pour paraître sympathique à un auditoire invisible. L'existence entière de ces deux jeunes, de la cuisson des pâtes à la gestion de leur réveil, est avalée par le besoin maladif de produire du contenu consommable. C'est une vision très sombre de leur échange. Mais c'est la réalité du texte. Ils ne sont pas en train d'échanger comme des amis le feraient. Ils produisent de la valeur d'attention. L'isolement est double. Ils s'enferment chez eux, mais même là, leur intimité est monétisée par la quête d'abonnement. C'est le paroxysme de la solitude. C'est une critique redoutable, je le reconnais. Et je vous accorde volontiers que la forme est indéniablement ancrée dans l'économie de l'attention qui régit notre décennie. On ne peut pas ignorer le fameux « abonnez-vous ». Merci. Toutefois, je profuse de céder à ce cynisme qui voudrait que toute forme de communication publique soit intrinsèquement factice. Laissez-moi vous proposer une autre façon de regarder cette performance. Pourquoi la normalité est-elle devenue le sujet central de leur récit? Pour faire des clics, Pas seulement. La transmission orale de son propre quotidien via un format audio, c'est ni plus ni moins la version contemporaine du journal intime, des mémoires ou de la correspondance épistolaire du 19e siècle. Attendez, vous comparez sérieusement le fait de quémander des abonnements sur YouTube aux correspondances philosophiques ou littéraires du passé? Sur la forme? Non. Bien sûr que non.
Mais sur le mécanisme psychologique profond, absolument. Le besoin humain reste fondamentalement le même. C'est exister aux yeux de l'autre, lutter contre l'oubli et documenter son passage sur Terre. Analysez la structure même du dialogue. Prenez l'ouverture de Léo. Je m'appelle Léo. Comment ça va aujourd'hui? Une formule toute faite. Et le texte source indique ici une pause spécifique, un silence. Cette pause, ce n'est pas un vide. C'est l'espace émotionnel laissé à l'auditeur. C'est la preuve d'un désir sincère, presque touchant, de connexion, qui dépasse largement les murs de son appartement ou les frontières de la ville de Lyon. Je n'avais pas vu ce silence sous cet angle. Jeunes immigrés cherchant ses repères dans un nouveau pays, elle offre sa vulnérabilité pour créer du lien avec quelqu'un qui, à l'autre bout du monde, se sent peut-être seul. Ce n'est pas parce que le véhicule technologique nécessite de dire « abonnez-vous » qu'il faut invalider la sincérité de la démarche humaine qui l'anime. Je vois l'effort intellectuel pour sauver ce prétendu désir de connexion, vraiment. Mais si on s'en tient rigoureusement au texte, il résiste à cette romantisation. Observez la dynamique, la chorégraphie de leur échange, c'est une asymétrie totale. Une asymétrie. Oui, Léo mitraille de questions. À quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Tu préfères? C'est une interview stéréotypée, un interrogatoire de magazine lifestyle. Et remarquez ce qui se passe la seule fois où Chloé tente de briser ce schéma en renvoyant la balle. Quand elle nous demande ce qu'il fait le soir, Exactement. Elle lui demande « Et toi ?» après le travail. C'est là que Léo révèle son vide, la salle de sport et YouTube. Et que fait-il ensuite? Il s'empresse immédiatement après de rediriger le projecteur sur Chloé en disant « Et le week-end, qu'est-ce que t'aimes faire ?» il relance la conversation, c'est son rôle d'animateur. Il y a un refus flagrant d'explorer la moindre profondeur psychologique, le drame, l'aspérité, le doute, la fatigue, toutes ces choses qui constituent la véritable vulnérabilité d'une amitié authentique ou d'un journal intime dont vous parliez, tout cela est soigneusement gommé par Léo. Tout doit rester lisse, digeste, sans aspérité, pour plaire à l'algorithme de recommandation. La fluidité du texte, sa nature lisse et facile à ingérer n'est pas obligatoirement la preuve d'une superficialité toxique. Elle est peut-être tout simplement la marque d'une civilité urbaine, moderne et d'une volonté de s'ancrer dans le positif. Le titre même du document annonce la couleur. C'est un portrait de la vie quotidienne. Ouais. La vie de tous les jours, par chance, n'est pas perpétuellement tissée de drames poignants ou de crises existentielles profondes. Souvent, la vie, la vraie, c'est exactement ça. C'est l'odeur réconfortante du café à 7 heures du matin, la fierté très simple d'avoir réussi un gâteau au chocolat pour des gens qu'on aime, la réminiscence de la chaleur du soleil sur la peau en Italie. Des plaisirs simples. Voilà, ce sont ces micro-joies, ces rituels partagés qui maintiennent le tissu social intact face au chaos du monde. Et Léo, en posant ces questions de manière systématique, n'agit pas en interrogateur algorithmique, mais en curieux bienveillant qui tente de structurer le monde de son invité. Une bienveillance qui reste jusqu'à la dernière seconde monétisée par un appel à l'abonnement. Ou une bienveillance qui cherche simplement à s'étendre. Je maintiens fermement ma lecture globale. À travers l'analyse de ce dialogue lyonnais, je vois le portrait profondément optimiste d'une génération résiliente. Je vois ça. Une génération qui sait naviguer avec succès entre un héritage culturel fort qu'elle s'approprie, comme le rituel du matin, une incroyable mobilité internationale qui permet à une jeune Canadienne de se forger une vie en France et de s'évader en Italie, et une convivialité réinventée. Netflix n'est plus un mur qui nous sépare du monde extérieur. C'est le nouveau prétexte culturel, le nouveau feu de camp autour duquel on réunit ses amis. C'est une vision séduisante. Très rassurante même. Mais face aux preuves textuelles, je dois camper sur mes positions. Je suis convaincue que derrière cette jolie vitrine faite de gâteaux faits maison, de voyages fantasmés et de politesse de convenance, se cache une réalité sociologique beaucoup plus sombre. Le texte nous révèle par ses omissions et ses choix lexicaux une existence de plus en plus sédentaire. Une existence encadrée par le travail mécanique et la consommation d'écran, rythmée par un confort si standardisé que la mer n'est qu'un décor pour photo et le cinéma public est perçu comme une corvée intolérable. C'est un constat sévère. C'est le constat d'une existence, finalement, qui ne se mesure plus en expérience vécue, mais en abonnement, en clics et en vues. Un monde où même nos conversations les plus banales avec autrui deviennent des émissions préemballées. Eh bien, je crois que nous avons atteint un niveau de divergence fascinant sur la nature même des intentions de ces personnages. Et cela reflète parfaitement l'extraordinaire complexité de ce matériel source, qui semble pourtant si simple au premier regard. Absolument.
Et s'il y a bien un point de convergence fondamental entre nos deux lectures, c'est bien la densité vertigineuse de ces fameuses apparences banales. Nous pouvons au moins nous accorder sur un fait sociologique majeur. Lequel? Les choix en apparence les plus anodins de notre quotidien, qu'il s'agisse de choisir d'affronter la montagne ou de s'étaler face à la mer, décider de s'approprier son temps à 7 heures ou de subir le réveil à 8h30, préférer le silence du cinéma ou le contrôle de son salon, ce ne sont pas de simples préférences. Ce sont de puissants marqueurs de l'âme de notre époque. Des votes invisibles pour le type de société que nous construisons. C'est exactement cela. La banalité pure n'existe pas. Chaque micro-action quotidienne dessine notre rapport au monde. Et ce texte, ce fameux lion dialogue, malgré sa brièveté et sa légèreté apparente, agit comme un miroir implacable tendu vers chacun de nous. À travers Léo et Chloé, le texte nous invite silencieusement à examiner l'architecture de nos propres routines. Il nous force presque à nous arrêter et à nous demander. Ce soir, quand je choisirai de fermer ma porte et de rester chez moi, s'agira-t-il d'un acte d'hospitalité joyeuse pour recréer le monde avec mes proches, ou bien d'un repli défensif et paresseux face à la friction et à la complexité de l'espace public? C'est une question introspective essentielle. La beauté de ce document réside précisément dans cette capacité à soulever des interrogations aussi profondes à partir d'un simple échange sur le petit déjeuner. Il ne nous appartient pas d'en dicter l'unique vérité, car il y a encore tant à explorer dans les silences de Léo et les certitudes de Chloé. La discussion reste ouverte. Tout à fait. Revenons, pour conclure, à ces fameux archéologues du futur dont nous parlions au tout début de notre échange. Lorsqu'ils déterreront ce fichier audio des strates de la Terre numérique et qu'ils écouteront attentivement Chloé et Léo discuter de vidéos YouTube, de pâtes et d'Italie, que concluront-ils? Grande question. Se diront-ils qu'ils ont enfin trouvé la preuve éclatante d'une humanité mobile, résiliente et profondément connectée? Ou concluront-ils qu'ils écoutent le chant du cygne d'une civilisation qui s'endormait doucement, bien au chaud, devant son propre reflet numérique? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans ce que vous déciderez de faire demain matin, au moment exact de votre propre réveil.